Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le fait d'actualité qui nous intéresse ce soir à Scène de Presse, c'est naturellement le processus électoral qui nous conduit vers le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. L'élément nouveau, c'est l'annonce dès ce lundi du contentieux de candidature dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel, 6 au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous mettons à profit cette annonce pour passer en revue l'ensemble des 35 recours reçus par les juges constitutionnels. Que demandent les requérants? Quelles sont les issues possibles du contentieux de candidature? Une étape, comme vous le savez, cruciale donc, du processus électoral qui permettra de déterminer qui est finalement candidat à l'élection présidentielle. Je vous présente tout de suite les personnes autour de cette table. Je commence par Simon Métiengue qui est à ma droite. Bonsoir. Bonsoir Séverin. Bonsoir en particulier à nos millions de téléspectateurs. Bonsoir également à nos co-discutants. Merci de m'avoir convié à votre émission. Merci d'être là. Journaliste, communicant, presse cybernétique, comité central RDPC, les membres de la sous-commission communication du comité central RDPC. En face de Simon, Renaud et Boto, bonsoir. Bonsoir Séverin, merci de me faire l'amitié de m'inviter ce soir. Journaliste, écrivain, analyste politique, il est chercheur en communication sociale, François Mbouké, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Séverin. Journaliste, directeur de publication, son journal s'appelle Diapason. Je termine par Soleil Semo. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Séverin. Docteur en droit, vous êtes enseignant, chercheur. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CRTV. C'est un honneur pour nous. L'information est donc tombée jeudi soir dans un communiqué de presse rendu public. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, porte à la connaissance du public et des partis concernés que l'audience relative au contentieux de candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 a lieu à partir de ce lundi 4 août 2025 à 10h30 à la salle d'audience du dit Conseil, 6 au Palais des Congrès de Yaoundé. Conformément à l'article 132 du Code électoral, le Conseil constitutionnel, rappelons-le, veille à la régularité de l'élection présidentielle. L'institution que dirige le haut magistrat Clément Atangana a été saisie et doit statuer sur les 35 requêtes introduites par les candidats ou les partis politiques souhaitant prendre part à l'élection ou par toute autre personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. Alors, au départ, on avait 83 déclarations de candidature qui ont été déposées à Elecam, 13 acceptées finalement par Elections Cameroun. Et au Conseil constitutionnel, on a reçu plutôt que 35 recours. Comment interpréter ces chiffres, François? Ces chiffres nous donnent la météo du Cameroun d'aujourd'hui. Pourquoi chacun veut être président de la République? Vous voyez que chaque candidat avait son motif. Il y en a qui avaient des motifs personnels, il y en a qui avaient des motifs des groupes sociaux, il y en a qui avaient des motifs de toute la société. Et finalement, tout ça nous permet donc de comprendre que la population aujourd'hui est dans un état de quête de bien-être permanent, prononcé, qui amène donc chacun à penser que ce n'est qu'au travers de son action ou de ses moyens que les autres peuvent s'en sortir. Lorsqu'on voit des gens qui sont arrivés tant que l'État, par exemple, leur doit de l'argent depuis longtemps, c'est une situation qui concerne beaucoup de fonctionnaires et autres. Lorsqu'on voit d'autres qui arrivent pour dire qu'ils n'ont pas d'eau chez eux, pour cela qu'ils veulent être candidats, c'est une situation également sociale qui concerne certaines localités. Lorsqu'on voit des gens qui viennent... Donc chacun est venu avec ses motifs pour dire que le mal-être est peut-être profond et il faut faire quelque chose pour que le bien-être ou le mieux-être qui a souvent été attendu soit une réalité au Cameroun. Est-ce qu'on peut parler de résignation pour certains, beaucoup de courage pour d'autres, Simon? Oui, on peut parler de résignation effectivement parce que beaucoup de ces candidats ont souhaité battre campagne aux côtés du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et donc, on peut parler de résignation, mais également, il faut noter que ça montre l'effervescence démocratique au Cameroun. C'est-à-dire que la fonction présidentielle est une fonction populaire où chaque Camerounais, suivant les cadrages prescrits par la loi, peut candidater. Maintenant, le processus électoral permet de toiletter les listes de telle sorte qu'on en arrive avec ceux ou celles qui respectent les canons de cette candidature-là. Mais ce n'est pas un apanage seulement du Cameroun. Vous savez que, je crois, au Sénégal, c'était 95 au départ. Je crois aux États-Unis, on va même à 1300.
Donc évidemment, c'est connu de tous que la fonction présidentielle charrie beaucoup d'intérêts. Donc cela démontre évidemment que au Cameroun, le Cameroun ne fait pas exception. C'est un pays démocratique où il y a la pluralité des pensées politiques maintenant. La loi et la Constitution ont prévu un certain cadrage qui permettent que, en définitive, qu'on présente au peuple souverain et maître de son destin ceux-là qui répondent aux critères susceptibles d'être plébiscités par le peuple. On peut présumer que certains qui ont déposé des déclarations de candidature ont donné raison à l'ECAM qui, sur la base des critères, a eu à écarter certaines candidatures. Renaud. Bon, je dois déjà dire d'entrée de jeu que c'est l'élection présidentielle la plus courue depuis 1990, parce que là, on a un nombre de candidatures assez important, 83. C'est le nombre le plus élevé. Mais on sait qu'il y en a un peu plus de 400 partis politiques au Cameroun. Quand on fait le ratio, ça nous donne environ 20% de ces partis politiques qui auront déposé des candidatures. Maintenant, le taux les candidats retenus, 13, ça nous donne à peu près, pour rester dans les chiffres, hein, on est à peu près dans 15% des candidatures retenues. Donc on va dire que l'ECAM a fait un travail assez rigoureux. Et maintenant, lorsqu'on a 35 recours, ça nous fait à peu près 40%. Donc ça veut dire que de ceux qui ont déposé les candidatures, 60% ont accepté la décision de l'ECAM, mais 40% non. Donc lorsqu'on a maintenant tous ces chiffres-là sur la table, on peut maintenant se dire peut-être que, comme le RDPC le dit sur le plateau, ça peut être vu comme étant une avancée démocratique, c'est-à-dire que tout Camerounais peut décider de concourir à la magistrature suprême, mais également ça peut être vu sous un autre angle. On peut se dire que ça peut être le signe peut-être un mal-être, c'est-à-dire que chacun estime qu'il peut être la personne qui puisse apporter un mieux-être à la marche du pays. Maintenant, partant d'une position personnelle. Partant d'une position personnelle. C'est vrai qu'on a vu des candidatures assez farfelues quand même. On a vu, lorsqu'on étudie les rejets de l'ECAM, parce que l'ECAM a quand même motivé ces rejets de certaines candidatures, vous allez voir qu'il y a des candidats qui n'avaient pas d'extrait de casier judiciaire, ils n'avaient pas d'extrait de photocopie d'acte de naissance, c'est quand même assez grave, ils n'avaient pas le paiement des 30 millions de caution. Il y en a même eu qui auraient émis des chèques sans provision, ça fait quand même pas sérieux. Donc il y avait pas mal quand même de candidatures qui étaient un peu farfelues, mais dans le fond, l'ECAM a fait un travail qui, ma foi, me semble être assez rigoureux. Et c'est un début c'est une campagne préélectorale qui est assez intéressante à suivre parce qu'il y a pas mal de rebondissements, de belles choses à voir encore. Alors, Dr Semo, est-ce que du point de vue de la science, on peut comprendre cette variation dans les chiffres? On parle de 83 à 13, au Conseil constitutionnel c'est 35, ça se comprend? Oui, du point de vue du droit, ça se comprend. C'est l'expression de ce que le Cameroun est un État de droit. Et de ce fait, les recours, du moins les voies de contestation, sont offertes aux particuliers, du moins aux candidats. Donc les dossiers ont été rejetés par l'ECAM de faire valoir leurs prétentions devant la haute juridiction. Oui, sur le plan du droit, ça peut également être interprété comme l'expression même de l'engouement observé, l'engouement des jeunes, pas seulement des jeunes, mais de l'ensemble des impétrants à participer à la gestion des affaires de la cité. Et il faut quand même reconnaître que la résolution d'Elections Cameroun, la résolution du 26 juillet qui a été rendue publique, nous tous nous avons regardé cela à la télé,
a relancé le débat sur les conditions d'éligibilité et les enjeux politiques autour de cette élection. Vous avez vu, vous avez évoqué tout à l'heure la constitution, la composition des dossiers, il y avait beaucoup de choses à dire, hein, peut-être qu'on va revenir là-dessus. Mais parcourons un tant soit peu le contenu des requêtes et posons un regard sur les demandes formulées par les requérants. J'ai pris la peine de regarder ces demandes-là. Le citoyen Bertin Kissop, dont le parti politique est CPSJ, je crois, a par exemple 3 recours contre Elecam, le MINAT, le RDPC et le Conseil constitutionnel. Entre autres choses, il demande la récusation de tous les membres du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, je pense que le processus électoral est comme nouveau pour certains, mais cela également est dû à un échec de ceux qui... Mais il y a eu quand même, en 2018, le Conseil constitutionnel avait travaillé, donc on a vu comment il travaillait. Mais je voulais dire que ça était un échec. Et ce problème avait déjà été posé à ce moment-là. Oui, effectivement. Laissez que j'aille au bout. Les leaders politiques n'ont pas pris de la peine ou alors n'ont pas les moyens d'éduquer leurs membres. Et ceux qui veulent aller dans la politique ne prennent pas beaucoup de la peine à apprendre ce que c'est que la politique et les règles qui régissent le bon fonctionnement au Cameroun. Quand nous voyons par exemple cela, celui qui prétend être candidat à la présidence devrait quand même savoir que Elecam n'a pas les moyens infinis. Sa compétence est limitée. Il devrait savoir que Elecam ne s'occupe que des acteurs qui sont dans le processus électoral. Bon, quand nous voyons sur la liste, et le RDPC n'est pas un acteur qui s'occupe du processus électoral, nous voyons qu'il demande... Le RDPC, c'est un parti politique. C'est un parti politique, oui. Mais ce n'est pas un acteur. Le juge qu'on appelle le Conseil électoral s'occupe des acteurs, c'est-à-dire qu'il apprécie ce que chacun des acteurs a posé comme acte. Est-ce qu'il est formel? Il ne s'occupe pas de la vie des partis entre eux. On va revenir là-dessus. Je voudrais qu'on reste sur la récusation de tous les membres du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui est chargé d'entendre... J'étais en train d'y arriver. Mais vous n'allez pas nous dire de sauter pour tomber sur nous. Parce que nous sommes là. Nous sommes là. Oui, bien sûr, mais nous allons appeler pour discuter de cela. Et je ne pense pas que quelqu'un va se plaindre que j'en prends assez. Nous sommes en train de dire que lorsqu'on recuse, par exemple, donc, les membres, par exemple, de l'ECAM, ça veut également dire que le Conseil constitutionnel, Conseil constitutionnel, ça veut dire également qu'on a ignoré que c'est un corps qui est un corps de souveraineté qu'on ne peut pas récuser, par exemple. Parce qu'on peut aller dans les autres juridictions, récuser un magistrat, on va le remplacer par un autre. Le tribunal va continuer, le procès va continuer. Ce n'est pas la même chose avec le Conseil électoral. Alors, oui, docteur, c'est bon? Oui, pour réagir à la question, je dirais, je poserais d'abord la question, pourquoi recuser? On recuse. Mais là, on n'a pas. On recuse, justement, j'arrive. On sait simplement qu'il a demandé la récusation. J'arrive, on recuse justement lorsqu'il y a des soupçons de partialité. Et dans le cas d'espèce, quand on regarde les tests de 2004 qui ont été modifiés en 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, on se rend compte à suffire que les membres du Conseil constitutionnel jouissent dans l'exercice de leurs fonctions d'une indépendance avérée. Absolument. D'une indépendance avérée. Donc la question, le problème de la récusation des membres du Conseil constitutionnel ne se poserait pas. D'ailleurs, s'il y a même question à poser, est-ce que c'est aux membres du Conseil constitutionnel qu'il faudrait demander la récusation? Est-ce que c'est aux membres du Conseil constitutionnel de se prononcer sur la récusation d'un juge? Non. Non. Je pense que cette requête qui a pour fondement la récusation des membres du Conseil constitutionnel, ma foi, me semble infondée, n'a pas de fondement juridique, parce que recuser un membre du Conseil constitutionnel pendant le déroulement du processus électoral, c'est simplement mettre un temps d'arrêt, c'est ne même pas permettre au Conseil constitutionnel, qui est le juge électoral, de pouvoir jouer. C'est violer même son pouvoir souverain. Sauf que Bertin Kissop du Cameroon People's Party for Social Justice est un
acteur politique. Et donc, il pose là un acte politique. C'est-à-dire qu'il s'attaque à 4 piliers fondamentaux du système électoral. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ELECAM, l'organe en charge de l'organisation des élections. Il s'attaque ensuite au MINAT, qui est la tutelle des partis politiques. L'agent du gouvernement dans le processus électoral. Il s'attaque au RDPC, le parti au pouvoir. Et enfin, il s'attaque même à l'instance suprême, qui est le Conseil constitutionnel. Donc, ça, on ne peut y voir qu'un acte politique. Vous savez que à partir de lundi, là, au Conseil constitutionnel, ce sera une bonne tribune aussi pour les politiques, pour pouvoir voilà, se mettre en lumière. Donc, Bertin Kissop, il me semble qu'il ne le fait pas forcément pour avoir gain de cause, parce que dans ce cas, le Conseil constitutionnel serait juge et partie. Comment le Conseil constitutionnel pourrait décider lui-même de suspendre, de s'auto... Encore que je rappelle qu'en 2018, j'étais dans la salle, cette question avait déjà été vidée. Ouais. Ça s'était posé, je crois, entre le SDF et le MRC, qui avait commencé par là. Effectivement, voilà. La récusation des membres du Que ça revienne aujourd'hui, en 2025, Simon, ça nous surprend un peu. Ça nous donne un peu la nature des demandes, du contenu des demandes qui sont déposées au Conseil constitutionnel. Non, pour nous, ça ne nous surprend pas. Il y a 2 types d'acteurs politiques au Cameroun. Il y a ceux qui veulent sortir du champ électoral, donc qui veulent discréditer le processus. C'est donc normal que, puisque c'est un élément politique et pas un élément juridique, je rappelle que le Conseil constitutionnel dit le droit. Effectivement. Il me semble qu'en 2018, justement, le candidat du MRC avait dit, je cite, elle avait demandé au Conseil constitutionnel d'entrer dans l'histoire. Et le secrétaire adjoint du comité central du RDPC, le ministre Grégoire Ona, avait demandé au Conseil constitutionnel si vous êtes venu pour dire le droit ou pour entrer dans l'histoire. Je pense qu'il faut que les uns et les autres sachent que la période dans laquelle nous avançons est une période assez délicate. Et donc, il ne nécessite pas de la manipulation. Et justement, d'ailleurs, le président de la République a tweeté hier samedi et il disait « Les malheurs qui accablent certains pays en proie à la guerre civile et à l'anarchie doivent nous faire réfléchir et apprécier à sa juste valeur la stabilité dont jouit notre pays. Tout ce que nous devons faire doit être dans le sceau de l'apaisement et de la paix. Quand vous demandez qu'on recuse l'institution en charge de veiller sur la conformité des actes de l'ECAM. Mais ça veut dire que nous sortons du champ de la légalité pour tomber dans l'anarchie. Il est d'accord pour l'institution, mais il demande les membres. Il demande la récusation. Vous savez très bien que leur mandat est, comment dire, c'est-à-dire que même le président ne peut pas. Oui. C'est de ça dont il est question. C'est donc un acte politique. Mais il faut savoir que là-bas, au Conseil constitutionnel, on ne fait pas la politique là-bas. C'est le droit qu'on fait là-bas. Le droit qui doit être édit. Oui. Les demandes formulées portent aussi sur l'annulation partielle de la résolution du Conseil électoral, l'invalidation ou la réhabilitation des candidatures. C'est des arguments spéciaux, c'est des arguments rationnels quand on regarde le code électoral. Il n'y a pas d'arguments spéciaux. Je pense que c'est plutôt la vie même du cycle électoral. Lorsqu'on ouvre on lance, on décrète le jour du scrutin, du moins même avant, les bons politiciens sont prêts. On n'attend pas que le chef de l'État prenne le décret pour convoquer le corps électoral pour commencer à s'activer. Un parti politique est en mouvement tout le temps. Il forme ses membres et il informe le public des actions qu'ils vont poser. Et donc, lorsque on s'engage dans un processus, on a aussi des arguments qu'on va défendre. C'est vrai que depuis un certain temps, beaucoup de partis ont demandé, je pense même que vous l'avez vu dernièrement au Palais de l'Unité, où des partis politiques ont remis une doléance au chef de l'État pour revoir certaines conditions dans le processus électoral au Cameroun. Une promesse a été faite, vous l'avez vu tous comme moi. Malheureusement, nous sommes repartis à cette élection sans que certains de ces points soient évoqués ou soient revus. C'est là que certains acteurs également politiques peuvent donc se saisir de cette tribune pour dire mais nous nous attendions quand même à ce que tel article
peut-être du conseil électoral ou du code électoral ou de ceci soit revu. Mais François, le débat n'est plus à ce niveau. Non, le débat... On va vers une compétition qui est engagée avec le code existant. Oui. Donc si on n'était pas d'accord avec le code, soit on ne partait pas ou on laissait tomber. Oui, mais vous n'allez pas... Le débat n'est plus à ce niveau. Non, mais comprenons que en même temps, nous sommes dans un état de droit, mais en même temps, on veut évoluer. Nous ne voulons pas faire être... En fait, ceux qui s'engagent ne veulent pas être absents du jeu. Mais pour autant, ils ont le droit de dire que allons-y. Et je pense que c'est, comme on dit, c'est la fin qui suivra les moyens. Ce n'est pas des requêtes farfelues qu'on s'entend avoir là-bas. Il faut venir avec des arguments clairs, motivés et avoir... Donc, il faudrait pouvoir, si on peut déjà prendre quelques cas d'espèce, par exemple, dans le cas d'espèce de Bertin Kissop, il faudrait qu'il puisse prouver que, effectivement, les membres de l'ECAM n'ont pas la qualité pour être membres de l'ECAM. Il faudrait qu'ils puissent le démontrer. Les membres du Conseil constitutionnel. Pardon, les membres du Conseil constitutionnel. Il faudrait qu'ils puissent prouver que... Elekam n'a pas respecté le code électoral lorsque Elekam a récusé à sortir sa liste des 13. Il faudrait qu'il puisse prouver que le RDPC se retrouve en état dans un contexte d'illégalité. Voilà. Et il faudrait qu'il puisse montrer l'action manifeste du MINAT qui serait peut-être impliqué dans la vie des partis politiques. Donc il faudrait qu'il ait des arguments solides pour étayer ces faits. Et ma foi, il me semble que ce sera un peu difficile pour lui. Pour abonder dans le même sens que le copanéliste, moi je pense que cette requête, sans lire dans la boule de cristal, sera directement irrecevable parce qu'il sera difficile pour l'impétrant d'apporter des éléments de droit. Il doit donc falloir alors que le porteur, l'initiateur de la requête, devant les membres du Conseil constitutionnel, apporte la preuve de ce que les mécanismes de publication des actes réglementaires, notamment dans le cas d'espèce, le décret portant convocation du corps électoral, n'a pas été respecté. Et moi, je pense que ce sera très difficile, très difficile. C'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de lire les mémoires des réponses des uns et des autres. Donc, on n'a pas eu la possibilité de lire ce qu'ils proposent, mais j'imagine quand même qu'on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel comme ça sans avoir les moyens et que le débat va s'ouvrir autour des questions qui sont posées, j'imagine. Beaucoup ont saisi le Conseil constitutionnel pour des recours gracieux aussi, hein. Parce qu'il y en a qui ont demandé la clémence pour que leur candidature soit maintenue. Donc, on peut penser que... Mais la clémence sur quelle base ? Effectivement. Vous dites, c'est ce que vous nous avez dit ici, que le Conseil constitutionnel statue sur le droit. C'est le droit. C'est la base du droit. La base, c'est le droit. Alors la clémence, c'est à quel niveau ? Bon, peut-être pour un jeu politique apaisé, on pourrait le penser ainsi. Mais normalement, si on va sur les arguments juridiques, il me semble que nombre de ces requêtes seront tout simplement irrecevables, notamment celle de Bertin Kissop. Alors, sur la foi de ce que nous avons sous les yeux, le contenu des requêtes, est-ce qu'on va véritablement vivre un grand moment au Conseil constitutionnel à partir de lundi? C'est-à-dire qu'un débat, un choc des arguments qui peuvent éduquer les Camerounais, parce que ça aussi, quand on écoute les débats au Conseil constitutionnel, on en apprend beaucoup. Est-ce qu'on s'attend à ce genre de choses, Simon? Oui, il faut dire que l'élection de 2018 avait beaucoup déjà marqué les Camerounais. Exactement. Pour la simple raison que la CRTV avait fait un direct de 7 jours. Oui. Et donc, les Camerounais n'avaient plus des bribes d'informations, mais vivaient ce qui se passait réellement. Et ça a permis aux uns de comprendre même l'importance, la très grande importance du Conseil constitutionnel. Et qui, je rappelle bien, il y a un éminent juriste camerounais qui l'avait dit dernièrement, qui l'avait dit en 2004, mais il parlait de la Cour suprême qui faisait à cette époque office du Conseil constitutionnel. Il disait ceci: la Cour suprême, statuant comme Conseil constitutionnel, a arrêté et proclamé les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004. On connaît le vainqueur, existe donc la bataille des chiffres. Car ceux qui sont attachés à la légalité républicaine, pour ceux qui sont attachés à la légalité républicaine, les décisions de cette auguste juridiction sont comme des dogmes. Et il continue en disant non pas qu'on puisse y déceler
parfois quelques scories, mais notre système juridique pose pour principe immaculé qu'en disant le droit, la haute juridiction, tel le pape, est habitée par la grâce de l'infaillibilité. C'est pourquoi elle parle de viature, une fois pour toutes. Et ce qu'elle arrête et proclame, fermez les guillemets, est sans recours. Professeur Maurice Kamto. Votre ancien camarade. Non, c'est la science qui parlait. C'est la science qui parlait. Comme pour dire que le Conseil constitutionnel, c'est pour cela que justement, le président de la République, Alain Noman, ne peut plus les démettre. Ils ont un mandat, je crois, d'un an renouvelable. 6 ans, éventuellement. 6 ans éventuellement renouvelables. Donc, ils sont en pleine indépendance. Et ils disent, le droit est rien que le droit. C'est ça dont il est question. Donc, les Camerounais sont confiants des entités qui dirigent le processus électoral. Et l'ECAM, quand l'ECAM a rendu sa copie, le Conseil constitutionnel vérifie la conformité suivant la loi et la Constitution de ce que l'ECAM a fait. Donc, il est donc normal qu'on s'attende soit à ce que la copie de l'ECAM soit validée, ou alors qu'il y ait des modifications, parce que peut-être il y aurait eu une entorse dans le travail de l'ECAM. C'est tout à fait normal et c'est un processus. Cela montre que le Cameroun est vraiment un État démocratique et moderne, dont le processus électoral est connu de tous et c'est-à-dire qu'il est lisible. Voilà. Donc, les uns et les autres de ces recours-là, effectivement, doivent apporter des éléments de droit. Là-bas, on ne fait pas la politique. C'est à la campagne électorale qu'on ira faire la propagande politique et autres. Certains même ont déjà commencé. Mais là-bas, c'est le droit et rien que le droit. Donc ceux qui ont posé des recours doivent apporter des éléments de droit et encadrer, parce que ces éléments de droit ne doivent pas être en dehors du champ du Conseil constitutionnel. Parce que vous pouvez apporter des éléments qui n'entrent pas dans ce champ-là. Parfois, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent parce que ça n'entre pas dans son champ, mais dans le champ d'une autre juridiction. Là où je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'en 2018, vraiment, la retransmission en direct des débats au Conseil constitutionnel par la CRTV. Et j'ai eu la chance de la conduire. Exactement, c'était vraiment pendant une semaine. Très beau moment sur le plan démocratique. Alors, on a vu, c'est même pédagogique pour les étudiants en faculté de sciences juridiques et politiques. Ce qui s'est passé là, en 2018 au Conseil. Pour les citoyens. Et aussi pour les citoyens. Et surtout pour les citoyens. Donc, on espère justement avoir un très beau moment comme ça diffusé sur la CRTV. On espère voir donc des candidats recalés venir avec des éléments de droit. Sauf qu'on a l'impression, au regard de la cartographie des raisons de rejet à l'ECAM, on a l'impression qu'on n'a pas suffisamment appris de ce qui s'est passé en 2018 parce que les candidatures telles qu'elles étaient déposées, les dossiers tels qu'ils étaient déposés, vous avez l'impression que les gens s'amusaient, les éléments n'étaient pas complets et c'est les mêmes qui se retrouvent devant le Conseil constitutionnel pour des raisons qui ne tenaient pas déjà au niveau du Conseil électoral. C'est ça ma crainte. De toutes les façons, on va écouter Maître Marcus Alima, qui est avocat spécialiste du contentieux électoral, qui donne son avis sur le travail du Conseil constitutionnel et sur la notion de recours. Le recours, c'est cette action qui est ouverte à un candidat qui conteste la décision du Conseil électoral et qui lui donne la capacité et le pouvoir de faire examiner cette contestation par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux de candidature. Vous êtes candidat, vous avez été investi après la convocation du corps électoral, vous avez été investi par un parti politique et vous avez régulièrement déposé votre dossier et le Conseil électoral a rendu sa décision. Quoique ce sont les faits. Est-ce que cette décision, c'est cette décision que vous portez devant le Conseil constitutionnel parce que vous estimez qu'elle a un certain nombre d'irrégularités, vous faites la relation des faits. Maintenant, les moyens, c'est ce que vous reprochez à la résolution du Conseil constitutionnel, à la résolution du Conseil électoral concernant votre candidature, telle que le directeur des élections vous a notifié le rejet. Donc, ce sont ces moyens-là
parce que vous demandez au Conseil constitutionnel de réexaminer le rejet et de rétablir votre candidature. Il est possible qu'on repêche, il est également possible que c'est au cas par cas, compte tenu des faits, compte tenu des arguments que vous avancez devant le Conseil constitutionnel examine et prononce sa décision. C'est des grands moments de droit, c'est des grands moments, c'est un grand moment dans la vie de la nation, l'élection présidentielle. Pendant l'audience relative au contentieux de candidature au Conseil constitutionnel, on va suivre particulièrement la requête du professeur Maurice Kamto, investi par le Manidem. Requête en annulation de la résolution de l'ECAM portant un rejet de candidature notifié en date du 26 juillet 2025 et en validation de candidature. Je rappelle que l'ECAM avait rejeté le dossier du Manidem pour pluralité d'investiture, ce que le Manidem dénonce en parlant d'une décision politique et arbitraire. Alors, au Conseil, le camp qui soutient le professeur Kamto dit avoir respecté toutes les procédures et promet de se battre jusqu'au bout, y compris par des recours internationaux, si nécessaire, parce que selon ce camp-là, on voudrait museler l'opposition. Les proches du parti au pouvoir estiment que la loi est la même pour tous et que même le Conseil constitutionnel ne fera qu'appliquer les règles en vigueur. Si un dossier est incomplet, il est normal qu'il soit rejeté. Au Conseil constitutionnel, devant les juges constitutionnels, est-ce qu'on a l'impression que ce débat-là va s'ouvrir et qu'il aura sa raison d'être? Bien entendu, c'est même la période... Vous savez pourquoi je pose la question? Oui. Parce que vous m'avez dit le Conseil constitutionnel, c'est le droit, ce n'est pas la politique. Et là, nous avons affaire à une histoire de droit ou de politique. Bien sûr. Et là, vous allez voir donc la qualité d'intervenant. C'est pour cela que c'est une occasion pour ceux qui font dans le droit de se vendre. Et cela s'est bien passé en 2018. Vous avez vu que les meilleurs avocats ont été, ceux qu'on ne connaissait pas suffisamment, ont été exposés pendant toute une semaine à travers le monde. Donc c'est une grande occasion pour les partis politiques et pour leurs défenseurs. Ils doivent pouvoir prouver aux yeux du monde qu'ils maîtrisent le droit de l'élection et donner donc des arguments pour essayer soit de rétablir leur position, soit de demander à être admis pour ceux qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir y être. Tout à l'heure, nous parlions de tout c'est l'enjeu aujourd'hui qui fait peur à certains acteurs qui essayent de dénoncer quelques activités. Par exemple, vous avez vu de l'histoire, on n'a jamais vu que le Conseil de l'ECAM proclame ces résultats en ne citant que ceux qui ont été retenus, en ne disant pas pourquoi les autres ont été rejetés. Ils ont été notifiés. Ils doivent être le même jour. Tout le monde doit savoir. Lorsque nous partons non, s'il vous plaît, lorsque nous allons... C'est le code électoral. Voilà, le code électoral dit qu'à la cérémonie solennelle, le candidat retenu doit savoir qu'il est retenu parce que le dossier est complet. Mais il est notifié. Celui qui n'est pas... Est-ce que vous allez me laisser aller au bout, mon cher? Non, je voudrais qu'on s'entende. Il est notifié, c'est le code électoral. Il est notifié après la séance plénière où tous les Camerounais qui regardent savent pourquoi tel n'a pas été reçu au niveau du Conseil constitutionnel, le Conseil électoral. Et maintenant, on vous notifie donc physiquement par écrit après. Non, le code électoral ne prévoit pas que... S'il vous plaît, le code électoral prévoit une séance plénière. Vous reprenez la parole, François. Oui. Le code électoral ne prévoit pas qu'il y ait une séance plénière au cours de laquelle on notifie les candidats. Vous êtes notifié par la résolution et c'est ce qui a été fait. Oui, mais le jour de la plénière... La preuve en est que quand on a fini la cérémonie, on avait déjà ces notifications qui circulaient. Finalement... Non, allez-y, je veux simplement que... Non, mais je dis la séance plénière, c'est où nous tous, nous devons savoir que tel a été retenu parce que son dossier est complet, tel n'a pas été retenu parce qu'il a tel défaut, Et maintenant, vous êtes notifié par écrit. C'est cela la séance plénière. Maintenant, je ne vous l'apprends pas, c'est ce qui s'est toujours fait. 2025 n'est pas différent des autres années, étant donné que les textes n'ont pas changé. Le texte n'a pas changé, il a été demandé qu'il change un peu, il n'a pas changé. Et c'est ce qui fait l'enjeu aujourd'hui. Le confrère ici en parlait, c'est pas le droit. Si aujourd'hui on voit que les gens qui ont été nommés au Conseil électoral ont été nommés dans un canevas qui est suspect
Pourquoi les gens ne vont pas en parler? Pourquoi les gens... Ils vont demander la récusation parce qu'ils ont des éléments... ils savent que des gens ont été nommés pas sur des critères vérifiables, des critères normaux. Ils savent que dans les nominations... Donc pour vous, la récusation des membres du Conseil constitutionnel tient la route? Non, elle ne peut pas tenir parce qu'on va vous imposer et opposer le droit. Mais ceux qui le disent n'ont pas totalement tort. Nous sommes justement pour le droit. Et ils devraient être écoutés. Ceux qui le disent n'ont pas tort. Ceux qui le disent non. Mais les preuves sont là depuis qu'on dit qu'on ne peut pas nommer tous ces gens. Et puis quand on les voit agir, certains agissent comme si... Malheureusement, c'est les éléments de droit. Ben, s'il vous plaît, oui, vous voulez absolument m'étouffer. François, fin d'oublier que l'ECAM ne fonctionne pas avec... n'est pas gouverné, son fondement n'est pas gouverné par l'opinion, mais gouverné par le code électoral. C'est ce code qui encadre son fonctionnement. Est-ce que la procédure engagée par l'ECAM a été entachée, c'est-à-dire a été en dehors du code électoral? Oui. Moi, je dirais non, parce que je n'ai aucun article que cet organe a violé. Parce qu'il faut qu'on se dise une chose. Quand on dit que le président de la République nomme aux fonctions civiles et militaires, et on dit qu'il a nommé des Camerounais à des fonctions, nous pouvons avoir des avis. Mais ces avis-là doivent être encadrés, c'est-à-dire que même si ces nominations sont encadrées par la loi, pas par les avis. Lorsqu'on commence à discréditer la loi qui est notre pacte social, alors nous sommes en train de verser vers l'anarchie. C'est ça notre question. Tout le monde voudrait être sur le plateau. Mais là, on voudrait que c'est le représentateur qui choisit. On va beau dire oui, vraiment, c'est l'ami de Séverin, l'ami de Mboké, ainsi de suite, mais c'est la loi. C'est cette loi-là qui civilise la société. Et donc, même l'élection, pour qu'elle soit bien organisée dans tous les pays du monde, c'est pas par l'opinion, c'est pas la loi. Et c'est même d'ailleurs pour ça, parce que mon avis personnel sur la réponse du président de la République, à sa compatriote présidente de l'UEC, Thomas Ndoya, moi j'ai vu cet avis sous un autre angle. Quand il disait que, bon, il n'a jamais vu le document. Alors je me suis posé la question parce que généralement quand le président parle, il faut le lire 7 fois pour comprendre. Et je me suis demandé, est-ce qu'on dépose les propositions de loi au Palais de l'Unité ou à l'Assemblée nationale? Je me suis dit, tiens, l'UDC a des députés. Donc, comme il y a 2 types de lois, de propositions qui arrivent, soit les projets de loi par le gouvernement, soit les propositions de loi par des députés. Alors je me dis que le président a dû vouloir dire à sa compatriote président, mais vous avez des députés, déposer des propositions de loi à l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Non, Simon, donc, vous ne pouvez pas dire que cela ne s'est pas fait. Non, c'est pour cela qu'on dit que... Non, les Camerounais suivent l'actualité. Vous ne pouvez pas dire que cela n'a pas été fait. Plusieurs fois, les députés ont porté cela, mais ils ne peuvent pas. Ils portent donc Attendez, c'est l'instance par excellence. Je pense. C'est la démocratie, non? Oui, mais le chef de l'État... C'est-à-dire que le palais de Vert Paul Biya. Oui. C'est l'instance par excellence de la démocratie. Vous n'avez pas souvenance que les partis de l'opposition ont demandé cela plusieurs fois? Attendez, ils ont déposé, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? On passe au vote, non? Et ils n'ont jamais eu la chance d'avoir la majorité. Attends, qui donne la majorité? C'est le peuple, non? Nous sommes dans le régime de représentativité. C'est ça qui gouverne les États démocratiques. Mais si vous partez demander au président de la République, ça veut dire que vous l'amenez à être un dictateur. Ça veut dire que même si l'Assemblée a décidé de ne rien faire, mais vous pouvez décider. Oui. Mais le président est un démocrate. C'est de ça dont il est question. Parce que le code électoral est un code électoral consensuel. C'est une loi, non? Elle est sortie d'où? De l'Assemblée nationale et maintenant a été promulguée par le président de la République. Oui, mais le temps a évolué. C'est ce que les acteurs politiques disent. Il faut les écouter aussi. Le temps a évolué. Et mettons les lois au même rythme que le temps que nous traversons. Ce n'est pas difficile aussi, non? Les acteurs politiques ne sont pas unanimes. Très bien. Et comment on fait pour trancher? Est-ce qu'on va trancher dans la rue? Est-ce qu'on va trancher au Palais de l'Unité? On va trancher dans l'instance par excellence du peuple camerounais qui est le palais de Vert Paul Biya, qui est la représentation parlementaire. C'est de ça dont il est question. Donc, il ne faut pas qu'on sorte
du champ démocratique, parce que justement, nous versons vers l'anarchie. Non, Simon, Alors, si nous voulons, docteur... Simon, si nous voulons que le Cameroun et les Camerounais prennent le jeu démocratique, mais pourquoi nous n'arrivons pas à faire 10 millions sur les 30 que nous sommes? Mais donner le goût aux Camerounais de participer à la vie politique. Vous ne pouvez pas confisquer toute la vie politique dans votre parti parce que vous avez la majorité et penser que tous les autres Camerounais n'ont plus droit de citer. Je pense qu'il faut desserrer pour vous donner un peu de goût. Mais d'ailleurs, vous l'avez très bien vu. Il faut donner un peu de goût à la vie politique aux Camerounais. Vous avez très bien vu l'engouement que les partis politiques ont pris ensemble pour l'inscription sur les listes électorales. Parce que tous les partis politiques sont acteurs du processus. Absolument. Le parti politique a deux rôles principaux. Concourir au suffrage universel et l'éducation des masses. Mais faire aussi des propositions pour améliorer les lois. On les fait où? À l'Assemblée nationale. Qui est verrouillé. Comment ça verrouillé? Qui a donné la majorité au RDPC? C'est le peuple souverain. C'est toujours le RDPC. Non, c'est le peuple souverain. Donc le peuple souverain trouve que c'est cette orientation qui nous sied le mieux. Le reproche qu'on fait Docteur au RDPC, c'est d'avoir tous les acteurs dans sa poche. Et cela peut être vérifié un peu à certains niveaux. C'est ce reproche-là, pour un acteur aussi sérieux, il devrait quand même s'asseoir et dire, mais si on me fait le même reproche depuis 15 ans, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour amener des gens à s'intéresser un peu plus à la vie politique? Revenons sur ce qui va se passer au Conseil constitutionnel, c'est le plus important. Les considérations d'ordre politique, vraiment, vous avez de l'espace pour le faire. Revenons sur le Conseil constitutionnel. Alors, l'audience qui commence ce lundi est très attendue, ça vous l'imaginez. D'ores et déjà, on peut s'intéresser à ce qui va se passer là-bas. Si jamais le Conseil constitutionnel confirme la décision de l'ECAM, c'est-à-dire que les 13 sont là. Est-ce qu'il y aura un impact sur le processus électoral en tant que tel? Non. Du point de vue de la science. On va continuer tranquillement. Non, du point de vue de la science, je pense qu'il n'y aura pas d'impact. Parce que les différents acteurs qui sont engagés, impliqués dans le contentieux devant l'auguste institution qu'est le Conseil constitutionnel, savent déjà à quoi s'attendre. Soit une recevabilité, soit un rejet. Recevabilité si les requêtes, du moins si le contenu du dossier est conforme aux exigences de la loi électorale. Dans ce cas, les dossiers seront réhabilités. En revanche, si les dossiers présentés s'avèrent, après appréciation objective des hauts magistrats, du moins des hauts juges, que les exigences légales, du moins du code électoral, n'ont pas été respectées, je ne vois pas que le Conseil constitutionnel fera... mon copanéliste a parlé tout à l'heure de clémence. Non, il n'y a pas de clémence. Il n'y a pas de clémence. Le Conseil constitutionnel est l'instance électorale suprême. Ces décisions en application de l'article 50 sont insusceptibles de recours, du moins sur le plan interne. Alors, on pourrait. Oui, allez-y. On pourrait, peut-être, si certaines candidatures à ce stade n'ont pas été réhabilitées par le Conseil constitutionnel, que certains acteurs politiques se tournent vers les institutions internationales. Mais je crains fort, parce que les institutions internationales ne peuvent être saisies que dans la phase électorale proprement dite, c'est-à-dire après le prononcé. Oui. Je ne vous coupe pas, le code électoral en son article 130 précise que le recours n'est pas suspensif. Oui, le recours n'est pas suspensif, justement. Donc, ils peuvent saisir les institutions internationales, oui. Ils peuvent saisir les institutions internationales. Et même devant les institutions internationales, c'est le droit qui sera dit. C'est le droit qui sera dit. Le professeur Maurice Kamto, en 2018, l'a fait. En saisissant la Commission africaine des droits de l'homme, qui a déclaré son recours recevable sur la forme, mais parce que les éléments de droit qu'il avait présentés à cette institution n'étaient pas conformes
son recours il a simplement été débouté sur le fond. C'est vrai, le recours n'est pas suspensif, ça veut dire que le processus il continue, hein, Tout à fait. Effectivement. même malgré la saisine du Conseil constitutionnel. Mais ce que je dois dire, sur le plan, est-ce que votre question c'était de Le savoir... processus électoral sera impacté par la décision finale du Conseil Est-ce que le processus constitutionnel sera impacté? Non, mais sur le plan politique, l'enjeu, il me semble, hein, de cette saisine du Conseil constitutionnel, c'est la crédibilité de l'élection, à la vérité. Donc, il me semble que ce processus pourrait perdre en crédibilité si certains candidats, on a déjà parlé ici du professeur Maurice Kamto, ne participe pas. C'est-à-dire qu'il ne soit pas réhabilité par le Conseil constitutionnel. Une certaine opinion nationale ou internationale verrait en cet acte-là une façon peut-être d'écarter poliment un adversaire gênant pour le parti au pouvoir. Il faut quand même le rappeler que le professeur Maurice Kamto était deuxième à la dernière élection présidentielle au Cameroun avec un score de 14%, ce qui n'est pas rien. Donc ne pas avoir un candidat comme celui-là à la présidentielle pourrait laisser penser à une certaine opinion qu'on l'aurait peut-être écarté. Mais est-ce que ce n'est pas négliger aussi les 13 autres qui sont retenus? Il y a beaucoup de jeunes là-dedans. Non, pas du tout. Il y a de la bonne graine. Il y a des vieux de la politique, des vieux jusqu'à la politique là-dedans. Ce qui est même intéressant même avec cette élection présidentielle, c'est qu'on a même des anciens membres du gouvernement qui ont démissionné, c'est vrai sur le tard, pour venir être candidats. Et il y a quand même, il y en a qui ont du coffre. On a par exemple un certain Bello Bouba Magari qui, normalement, sur le plan de la représentativité dans les différentes institutions, serait normalement l'opposant qui aurait le plus de coffre au Cameroun. Parce que voilà, son parti est représenté pratiquement dans toutes les instances de la République. Mais il n'en demeure pas moins que Maurice Kamto, le professeur, est un opposant de poids. Et donc, ne pas l'avoir à cette prochaine élection qui est en train d'arriver, ça donnerait... Ne pas l'avoir sur la base des éléments de droit. Sur la base des éléments de droit. On va même aller dans le fond. Parce qu'on va essayer de détailler à peu près de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais de prime abord, ne pas l'avoir, ce serait... on partirait avec un goût d'inachevé à cette élection présidentielle. Je voudrais dire que Simon brûle. ce n'est pas... On ne gouverne pas un pays avec les opinions. Ça avait le droit. Vous vous souvenez que Dominique Strauss-Kahn était parti favori, le sondage de l'opinion, ainsi de suite. Quand il ne respectait plus les cadrages des lois françaises, la France continue. Personne, tout le monde a des droits et les mêmes devoirs. Il ne faut pas qu'on laisse penser que le Cameroun est un État bananier. Ce n'est pas la rue qui gouverne. Ce n'est pas l'opinion. J'ai cité le professeur Maurice Kamto ici, qui vous parle de la légalité républicaine. Il ne vous dit pas qu'une certaine opinion. Il vous dit que la légalité républicaine, pour qu'un État soit debout, ce sont ses institutions et ses lois. Maintenant, au nom de quoi? Parce que vous êtes bien vêtu sur le plateau. On dit non, mais comme il est souvent bien vêtu sur le plateau, lui, quand même, on peut le laisser aller concourir. Et celui-là qui n'est... Bon, celui-là, même s'il est camerounais, que bon, ce serait quand même mal vu. Pour qui? Le peuple souverain et maître de son destin a un contrat social, qui est la loi et la constitution. C'est dans ce cadre, et la personne qui le connaît, qui le sait le mieux, tout au moins, c'est le professeur Maurice Kamto, parce que c'est un juriste de haut vol. Donc, il faut nous devons civiliser notre société pour qu'elle ne soit pas dans l'anarchie, parce qu'on connaît très bien les pays faillis. Oui, où on ne peut pas discuter, où les armes tournent partout, parce que justement, on est sorti du pacte social pour aller dans les opinions des uns et des autres. Il faut qu'on soit clair. Le Conseil constitutionnel, comme dans tous les États, vous avez très bien vu l'élection de 2020 aux États-Unis. Vous avez bien vu. Quand le Conseil constitutionnel a dit, vous vous soumettez. Est-ce qu'il est récusé? Et l'État continue. Qu'est-ce que nous soutenons? L'État ou les opinions? Si nous soutenons l'État, alors l'État a fait des lois. La loi est faite pour les hommes. Hein. Mais
on modifie la loi. Il faut l'humaniser. On modifie la loi ou pas dans l'opinion. Et il y a un cadre, un cheminement. C'est ce qui garantit notre vivre ensemble. Donc, nous devons être conscients qu'aucun candidat n'est plus que l'autre. Vous remplissez les conditions. Le dossier est validé. On vous présente au peuple souverain et c'est lui seul qui décide de qui va présider à ses destinées. Je peux passer un mot. Oui, je dirais que moi, je reste un chien de garde de la société. J'observe les acteurs politiques et leurs actions. Nous n'allons pas rester dans la loi si la loi n'est pas bonne. Quand elle n'est pas bonne, essayons de voir. Il y a l'histoire, s'il vous plaît. Restons dans l'histoire. Parce que vous ne faites que dire aujourd'hui, il y a le droit, mais il n'y a pas l'histoire. Non. Vous et moi, peut-être que vous étiez encore plus jeunes, mais je vous rappelle que tout va se jouer en 2025, peut-être à partir de cette semaine-ci. Les membres, s'il vous plaît, les membres, vous avez donné du temps, tout le monde a parlé. Je ne sais pas pourquoi vous avez, je suis peut-être seul ici, je ne sais pas pourquoi vous avez toujours à vouloir me couper. Je prends un témoin. Je voudrais vous laisser la parole, s'il vous plaît. Précisant simplement que oui. Nous sommes au Conseil constitutionnel. Je suis bien au Conseil constitutionnel. Et c'est le droit. Je suis bien dans le droit. Les arguments de politique, de convenance personnelle, vraiment... Non, il n'y a pas d'argument. Vous m'avez appelé ici parce que je suis journaliste et je décrypte ce que je vois et ce que j'entends. Et c'est là où j'ai interpellé mon jeune frère Simon, qu'à une époque, il y avait certains noms. Lorsqu'on le citait, moi j'étais encore tout petit. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Mais je voyais mes grands-parents se lever et partir. Et aujourd'hui, ces noms n'ont plus jamais brillé. Parce que ces noms ont joué un mauvais rôle dans l'histoire. Alors, lorsque nous avons un rôle public à jouer, sachant que nous sommes... La politique, c'est d'abord quoi? C'est la société. Nous sommes des acteurs de la société. Des acteurs que nous posons, nous devons savoir que le peuple qui nous a donné ce pouvoir, nous devons le lui rendre. Le magistrat qui va prendre la parole demain ou après pour rendre la justice doit savoir qu'il la rend au nom du peuple camerounais et non à ses intérêts. Se mettre à l'écart du droit? Oui, non, il rend le droit au nom du peuple camerounais. Cela veut dire que même si c'est le candidat de Simon qui aura tort demain, qu'il ait la force de dire le droit et non de protéger ses intérêts personnels, au risque de ne pas entrer dans l'histoire. Merci de m'avoir... Non, la question d'équité sur le processus électoral, moi j'ai du mal à la comprendre. Si nous disons que nous restons sur les arguments de droit... Il faudra qu'il ait le courage. Je vais donner une dernière information du candidat de Simon, le président de la République, le président national du RDPC. Président sortant. Le président national du RDPC. OK. Lui, il a déjà sorti une circulaire qui organise sa campagne. Donc, depuis lundi, lui, puisque il est parmi les 13. Oui, mais on peut trouver des éléments au Congo. Parmi les 13, on peut également... Jusqu'ici, vous êtes dans le... Parmi les 13. Nous sommes encore dans les supputations, mais nous, on vous dit que la réalité, c'est que... Parce que vous avez les codes. Il est candidat. Le RDPC... Parce que vous avez les codes, vous connaissez déjà l'issue. Le candidat a été validé. Non. Suivant les lois, vous ne devriez pas le dire tant que nous avons, le CC n'a pas vidé tout le contentieux. Je suis en train de dire ceci. Oui. Le RDPC organise déjà sa campagne à travers un circulaire que le président national a signé. Et si demain on trouve qu'il y a eu quelque chose, un favoritisme qui ne devait pas vous permettre d'arriver là, vous faites comment? C'est un parti légaliste. La preuve. Et vous allez annuler la campagne? La preuve, un de nos militants a porté plainte au RDPC. Oui, et il a été candidat. Nous nous sommes pliés à la loi. Que vous avez violé finalement? On a violé. Nous n'avons pas violé la loi. Et vous connaissez l'issue. Vous connaissez l'issue, vous êtes DP. Certainement, vous êtes traité du sujet. Vous connaissez l'issue. Oui, mais... Et donc, aujourd'hui, on sait très bien que, suivant nos statuts, parce que les uns et les autres ne savent pas, moi j'ai suivi des gens qui parlaient de tout et de rien, suivant nos statuts, 3 statuts qui clôturaient le débat, 3 articles. L'article 18, alinéa 2, parce que j'en parlais du Congrès. Je vais quand même rappeler ça aux téléspectateurs. L'article 18, alinéa 2, justement, régler ce problème. Le Congrès a une durée, se réunit tous les 5 ans. Point. Toutefois, selon les nécessités, cette période, 5 ans, peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. Article 18, alinéa 2. Et justement, le 3
novembre 2016. Vous savez que le dernier congrès a eu lieu en 2011. Donc 5 ans plus tard, justement, en lieu et place du congrès, il y a eu réunion du bureau politique qui a donc prorogé indéfiniment le mandat des membres du comité central et du bureau politique. Maintenant, l'article 23, alinéa 5, qui donne les investitures au RDPC? C'est le comité central. Le comité central délivre les investitures aux élections nationales et locales. Je peux donc vous dire que sans avoir sans avoir touché le dossier du camarade Thélo Onana, qu'il n'avait pas d'investiture. Parce que celui qui délivre ça, c'est le comité central. Pour ce cas de figure, c'est le secrétaire général du comité central qui lui-même a porté le dossier du candidat du RDPC. L'article 27 alinéa 3 dit que le candidat à l'élection présidentielle, c'est le président national. Et il n'y a qu'un seul président national. Donc, il n'y avait pas de candidature. S'il vous plaît, vous voyez donc, moi je suis un amoureux de l'information. Je vous ai laissé tout le temps pour expliquer cela. Voilà. Maintenant, je reviens pour dire que avoir quand même quelqu'un qui dit ça suffit à l'intérieur et challenger le président qui a tout, cela veut dire qu'il y a un problème, même dans la maison, que vous devez résoudre. C'est la démocratie. Oui, mais vous devez le comprendre. Hein? Parce que quand ce jeune s'engage à ces risques périls... Mais oui, on juste pour les téléspectateurs, vous savez très bien que le camarade Zengele a été candidat en 2011 et a challengé le président national. Le président national a gagné. Avant lui. Hein? Il y en a eu d'autres. Le Conseil constitutionnel apprécie de manière souveraine jusqu'au 11 août 2025 pendant le contentieux de candidature. Ces décisions sont, comme nous l'a rappelé Simon tout à l'heure, les dogmes. Et contre Elekam, le MINAT, le RDPC, on a bien le sentiment qu'il y a des requêtes qui sont déposées au Conseil constitutionnel et des requêtes qui portent justement sur les affaires politiques, les conflits internes entre les partis politiques. Par exemple, Robert Kona, cofondateur du PCRN, a saisi les juges pour contester la candidature de Cabral Libi, validée par Elekam. Alors, ces conflits internes aux formations politiques se retrouvent là-bas au Palais des Congrès. Est-ce que c'est le lieu indiqué? Est-ce qu'on ne voit pas déjà venir une série de dossiers, de requêtes, de recours irrecevables? Docteur Semon. Non, le lieu n'est pas indiqué. Le Conseil constitutionnel est l'instance suprême en matière électorale. De ce fait, il n'est pas compétent pour connaître des conflits internes des partis politiques, lesquels relèvent de la compétence des juridictions ordinaires, c'est-à-dire le juge judiciaire et le juge administratif. Ce que dit le docteur, c'est que dans le cas Kona, le Conseil constitutionnel ne va pas aller chercher qui est le véritable chef de ce parti politique. Mais le Conseil constitutionnel verra si le dossier de candidature a été déposé dans la régularité, en respect des textes et des statuts du parti, tout simplement. C'est-à-dire que et maintenant, là, il pourra émettre son avis, vérifier si Elekam a effectivement fait son travail convenablement. Et il me semble que dans ce cas, je verrai difficilement la candidature de M. Cabral Libi Lingenge être invalidée. Donc, il me semble que M. Libi ira à cette élection. Maintenant, dans les cas les plus compliqués, il y a le cas du Manidem. Vous voyez que cette élection présidentielle qui s'annonce aurait été intéressante parce qu'on a vu la naissance de nouveaux termes, c'est-à-dire qu'on a vu la naissance des partis Yango. Cher au professeur Nkoumouano. Voilà, par exemple. Et même, on a même vu le principe maintenant du lièvre en politique, parce que nous, on connaissait uniquement le lièvre en matière d'athlétisme. On a vu maintenant le lièvre en politique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des acteurs qui sont là pour animer la scène politique en pré-campagne électorale. Donc, dans le cas... Renaud, on est sérieux quand même, on est face au Conseil constitutionnel. Oui, dans le cas... C'est pas pour s'amuser, est-ce qu'on va là-bas poser une requête parce qu'on veut s'amuser ou bien parce qu'on Dans le cas du Manidem, pour être très sérieux, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature pour une pluralité d'investitures. Conseil électoral. Conseil électoral, pardon. Pluralité d'investitures. Alors,
C'est un cas assez délicat parce que le Manidem a un président du comité directeur, ce qui, selon le président du parti que se réclame être M. Yebga, n'existe pas dans les statuts du parti. Donc c'est un cas très délicat. Il me semble que si l'on dit le droit sur cette affaire, la candidature du professeur Maurice Kamto sera confirmée, le rejet sera confirmé. C'est-à-dire qu'il sera difficile au candidat Maurice Kamto de prouver que son investiture par M. Anissé Ekane et son comité de direction, dont il est le président, correspond au statut du parti qui ne prévoit pas, selon M. Yebga, qui également a déposé un recours. M. Dieudonné Yebga estime que les textes du parti, en tout cas ceux de 2017, il me semble, ne correspondent pas du tout enfin, ne comprennent pas ce poste de président du comité de direction. François, oui. Ces conflits interminables à l'intérieur des formations politiques, ça relève aussi de la dynamique démocratique au Cameroun? Non seulement la dynamique démocratique, mais beaucoup plus aussi le mal-être des Camerounais qui amène chacun à chercher toujours une place au soleil. Les cas que nous évoquons ici, nous en avions, je pense, 3. Il y a l'UPC qui avait également, je pense, 3 candidats dont aucun n'est arrivé finalement. Mais l'UPC n'a pas de requête sur la liste des 35. C'est pour ça qu'on a évité de les citer. Il avait les 3 candidats. Et il y avait donc le RDPC qui en avait 2. Il y avait également le Manidem qui en avait 2. Et si on reste sur les éléments de droit, on va dire que l'investiture où on attendait la mise à écart de Maurice Kamto ne s'était pas sur la pluralité des candidats. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien laissé mon jeune frère Simon ici nous dire ce que c'est que son parti prévoit dans ses statuts. Le seul qui est investi, c'est le président au niveau du Manidem qui peut consulter le directoire. Monsieur Yebga est venu se faire investir par le même parti. Ça veut dire que si je m'en tiens à ce que Simon a dit, il n'y a pas de pluralité parce que c'est le président. Quand vous dites pas le même parti, le Manidem, voilà, qui est investi par quelqu'un qui n'en a pas droit. Ça veut dire que le Manidem ne permet pas à un autre, même ex-président, d'investir un candidat. Et si nous restons dans les éléments de droit, le candidat du Manidem qui est investi a un seul conseiller municipal qui l'a validé, c'est bien le même candidat, le même président qui est en train de valider aujourd'hui le président Kerele Kamto. Donc je pense que la pluralité de candidatures ne peut pas être un élément vraiment d'investiture, ne peut pas être un élément pour écarter Maurice Kamto à cette élection. Nous attendons donc... juridique, il n'a pas de fondement juridique. Voilà, il n'y en a pas de fondement juridique. Quand nous regardons les éléments à notre disposition, nous continuons de les scruter puisqu'on va entrer demain dans le contentieux. Nous voyons que c'est le même acteur qui a investi le même conseiller conseiller, vous appelez encore municipal, et qui est là, qui n'est pas recusé, qui n'est pas... Voilà. D'accord. Donc, je ne comprends pas pourquoi cela ne sera pas possible. Je voudrais dire une chose. Il y a 2 types de candidats à l'élection présidentielle. Il y a les candidats investis par les partis politiques et les candidats indépendants. Qu'est-ce qui fait d'un candidat un candidat investi par un parti politique? C'est l'investiture par qui de droit dans ce parti politique de le faire. Donc, le RDPC n'avait pas 2 candidats. Parce que justement, le RDPC avait un candidat qui avait l'investiture du parti. Oui, mais nous ne sommes pas sur le RDPC. La question se pose au niveau dans le Manidem. C'est le Manidem. Nous sommes devant le même. Est-ce que le Manidem, qui est habilité dans le Manidem, a investi un candidat? C'est ça la question de droit. Et c'est cette question qui doit être posée devant les membres du Conseil constitutionnel. Nous n'allons pas agir en lieu et place du Conseil constitutionnel. C'est le droit. Non, c'est le droit. Non, écoutez, c'est le droit. Je peux, non? Oui, allez-y. Je suis en train de dire ceci. Vous avez le cas de l'UPC, par exemple. L'UPC n'a pas un candidat. L'UPC a un élu, non? Un sénateur. Pourquoi est-ce que les 3 candidats ont été déboutés?
pour pluralité d'investiture. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui devait investir? Qui devrait? C'est ça la question de droit. Très bien. C'est ça la question. Et justement, en plus d'investiture, le Conseil électoral n'étant pas une juridiction, renvoie cela avec tous les dossiers au Conseil constitutionnel. Vous êtes sans ignorer que dans le Manidem, il y a eu un procès en 2022, il me semble bien. Bien sûr. Très bien. Alors, donc, moi, je n'entrerai pas dans les affaires internes du Manidem. Je laisse de soin au Conseil constitutionnel qui aura tous les éléments d'apprécier dans le sens du droit et non de la politique. On ne va pas fabriquer des éléments. C'est ce que je suis en train de dire. Les éléments sont, nous sommes tous devant les éléments qui circulent. Le Conseil constitutionnel n'entendra pas. Le Conseil constitutionnel. François, vous ne pouvez pas dire ça. Vous n'avez pas vu les mémoires de réponse des partis. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, j'ai vécu un très bon moment en 2018. Oui. Parce qu'avant, le 8 octobre, on m'avait dit que quelqu'un était président de la République. Je me disais très bien. Ça veut dire que... mais je vous assure que à mon vision, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Je me méfie de ce qui circule. J'attends que l'instance en charge, qui a tous les éléments et toutes les capacités de pouvoir apprécier sur le sens du droit, nous dise clairement ce qu'il en est. Donc nous devons faire confiance, non pas à l'opinion, à une certaine opinion, mais faire confiance à nos institutions qui rendront effectivement c'est-à-dire qui rendront justice. C'est ça, si un candidat a rempli toutes les conditionnalités, pourquoi est-ce qu'il serait empêché d'aller à l'élection? Pourquoi? La question qui doit être posée, à mon sens, devant le Conseil constitutionnel, est celle de savoir qui, dans le Manidem, est habilité à investir un candidat. Absolument. Voilà la question de fond que le Conseil constitutionnel doit chercher à résoudre. Parce que s'il est posé au Conseil constitutionnel la question de savoir les conflits internes, non, elle se déclare, le Conseil constitutionnel doit se déclarer incompétent. Tout à fait. Oui. Si je vous saisis très bien, parce qu'il faut bien que moi-même qui suis à côté de vous, je vous saisis très bien. Vous dites que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent à connaître des conflits internes. Oui. Mais la question que vous posez relève du conflit interne. Mais ça, puisque la vérité, c'est quoi? C'est que vous demandez, attendez, je voudrais bien comprendre, parce que moi, je ne suis pas enseignant. Je voudrais bien comprendre qu'il s'agit d'une querelle interne, que c'est moi qui dois donner l'investiture, c'est elle qui doit donner l'investiture. Simon, vous permettez? Vous avez donné une réponse. Et j'étais prêt à rebondir de la même façon que Simon. Vous dites que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent à connaître des conflits internes aux partis politiques. Et vous revenez en nous disant, ce n'est pas une question de fond de demander si la candidature, si la pluralité de l'investiture pose problème au Manidem. La question de fond, c'est qui est habilité. À ce moment-là, j'étais prêt à vous dire, mais finalement, le Conseil constitutionnel s'intéresse aux conflits internes. Or, moi, je voudrais que les téléspectateurs sachent que demain, quand on commence les débats là-bas, ce n'est pas des questions politiques, c'est le droit. Effectivement, voilà, ce sont des questions. Ce sont des questions de droit. Et justement, Sévérin, parce que cela m'amène à susciter un peu le regard de l'opinion sur ceux, des personnes qui ont eu des problèmes à être investis. Vous allez vous rendre compte que, et c'est là où les statuts des partis politiques sont très intéressants. C'est en ce moment précis, vous allez vous rendre compte que les partis qui ont, une assise, qui ont un fonctionnement optimal, je prends le cas du RDPC, je prends le cas de l'UNDP, je prends le cas du FSNC, je prends le cas du SDF et autres qui sont des vieux routiers des élections présidentielles, n'ont pas ce type de problème. Mais je prends aussi également le cas de l'univers. Le fait que son président national soit là, de l'univers et du PURS. Ça veut donc dire qu'en réalité, les partis politiques, plusieurs partis politiques aujourd'hui ont des problèmes avec leur statut. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous arrivez à l'ECAM, du fait que ce ne soit pas une juridiction et qu'il doit appliquer à la lettre les clauses du code électoral en matière de constitution du dossier de candidature, quand il ne voit pas un certain nombre de choses, il est obligé de renvoyer ça à une juridiction qui elle-même ne peut pas connaître des problèmes internes au moment de l'élection.
C'est pour cela qu'on dit on ne nourrit pas la poule au jour du marché. On se prépare, bien sûr. Je regarde Simon qui vous laisse tout le temps. Quand je veux placer un mot, il va me couper. Monsieur Sévérin, est-ce que je peux... Allez-y. Très bien. Mais restons sur ce Le qui va droit, se passer au c'est Conseil l'argument de constitutionnel. droit. C'est ça qui m'intéresse. C'est l'argument de droit. Je ne suis pas partisan. Ce que je veux dire, c'est que le Conseil constitutionnel n'a pas compétence. Et je le réitère, n'a pas compétence pour connaître des questions relatives à la gestion interne des partis politiques, notamment les conflits entre membres ou encore les décisions prises par les instances dirigeantes de ces partis. Et pour le cas du Manidem, politiques. c'est le cas du Manidem, justement. J'arrive, il y a des C'est exceptions. le cas du PCRN. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions où le Conseil constitutionnel peut se déclarer compétent, notamment lorsqu'il s'agit des questions relatives à la régularité des élections internes des partis politiques. Et c'est ça qui intéresse le Manidem. Tout à fait. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel doit se déclarer compétent. La régularité des élections internes. Mais là, nous ne sommes pas dans une élection interne. Puisqu'il y a problème, il y a pas dans une problème, élection interne. il y a problème. Qui doit investir C'est tout. dans le C'est la Manidem? question. Parce que la même question s'opposerait également au sein du RDPC. Vous avez vite fait de répondre à la question en disant que dans le RDPC, oh là là, Mais c'est le même statut au oh là Manidem. là. Vous avez vite fait de répondre que dans le RDPC, l'instance ou du moins habilité à investir un candidat s'appelle le comité central, qui est piloté par le SG, monsieur son excellence Jean Couité. J'ajoute, Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Oui. la notification qui a été faite au camarade Telo Onana, Oui. c'est absence d'investiture. Vous le savez. Je repose la question autrement. Je repose la question autrement. Nous sommes au Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux de candidature. Des candidatures. Et Ok. non D'investiture. d'investiture des partis. Ok, la question est bien posée. Alors, est-ce que cette question qui est portée devant les juges constitutionnels, est-ce que cette question valait bien la peine? C'est ça ma préoccupation. Le Conseil constitutionnel étant juge de la régularité du processus électoral, élection présidentielle, élection parlementaire et consultation référendaire, il revient donc au Conseil constitutionnel pour garantir la légitimité, pas seulement la légitimité, mais également la légalité du candidat qui sortira vainqueur au soir du 12 octobre, de se prononcer en application stricte de la règle de droit. C'est-à-dire, D'accord. que disent les tests? Moi, je crois qu'il faut encore attendre de voir les arguments présentés par les différentes parties dès demain. C'est-à-dire que c'est à partir de ces arguments-là qu'on pourra savoir. Mais il me semble que le Conseil constitutionnel se jugera incompétent pour connaître de ce dossier. Parce que il faudrait rentrer dans la gestion C'est la gestion interne. de ce parti, le Il a se Manidem, déclaré pour incompétent. pouvoir, Donc, ça sera y difficile voir que la clair. candidature du Ça sera professeur très, très Kamto difficile que la candidature prospère. de M. Maurice Kamto puisse passer. Parce que Ça sera un là, peu le très Conseil difficile. constitutionnel Mais devra François rentrer va dans vous la parler gestion interne. de la question d'équité dans le processus électoral. Absolument. Les Suisses ont honoré leur fête nationale il y a de cela 2 jours en souvenir au pacte fédéral de 1291, acte fondateur de la Confédération. À Yaoundé, l'ambassade de Suisse au Cameroun a offert la traditionnelle soirée culturelle en présence de la grande famille diplomatique et les membres du gouvernement avec au menu la prise de parole de son Excellence Nathalie Colli, que nous regardons sur les effets de l'accord commercial de 1967 entre le Cameroun et la Suisse. Il y a l'accord de commerce qui a été signé en 1967, c'est un accord important, mais ici, il faut mentionner les entreprises suisses. C'est les entreprises qui donnent vie à cet accord, c'est les entreprises qui œuvrent au Cameroun, c'est elles qui investissent, c'est les entreprises qui créent des emplois. Donc c'est des partenaires très très importants. On peut aussi mentionner l'éminente personnalité Pierre Zumbach, un Suisse qui vit au Cameroun depuis très longtemps, qui s'est engagé pour la promotion du secteur des petites et moyennes entreprises, les PME. Et il est à l'origine de la foire Promote. Il contribue fortement à l'image de la Suisse. On peut aussi mentionner les boursiers. Depuis 40 ans, il y a des médecins, des étudiants de médecine ou des médecins
Camerounais qui partent en Suisse pour se former ou pour faire des recherches et ils reviennent. Et puis maintenant, ils sont ici, ils travaillent ici, mais ils maintiennent toujours les liens avec la Suisse. C'est des réseaux extrêmement importants. Nous pouvons aussi mentionner le projet au télé, L'eau c'est la vie. Il y a beaucoup de partenaires comme ça, je ne peux pas mentionner tous. Il y a aussi ceux qui sont actifs dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la promotion de la paix. Donc c'est important, moi je vois ça un peu comme un effort collectif. Ces acteurs-là, ils contribuent à ce que la Suisse puisse rayonner, à ce que la Suisse ait l'image qu'elle a au Cameroun. Et puis l'ambassade est très, très reconnaissante à tous ces acteurs, les entreprises qui contribuent. En rapport avec l'élection présidentielle, la presse s'est intéressée à ce qui est arrivé au ministre Issa Chiroma Bakary. Et selon les publications L'œil du Sahel, The Guardian Post, Municipal Update, Camarouès, Cameroun et Cause, l'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, a été empêché de prendre l'avion pour aller au Sénégal où il devait se recueillir sur la tombe de l'ancien président Amadou Ahidjo. Mutation attitrée, Chiroma bloqué, tandis que le messager écrit Chiroma encerclé. Cette affaire a débouché évidemment sur la réaction de la fille du président Ahidjo, à savoir Aminatou Ahidjo, qui d'après le journal Info à chaud dénonce vivement l'escroquerie politique et morale. C'est un sujet à débat qui suscite des opinions divergentes, objet des discussions argumentées. François. Oui, je pense quand même que Aminatou Ahidjo est allé plus loin. Quand on est chef d'État, on n'appartient plus à une famille. Le président Paul Biya n'appartient plus à sa famille nucléaire. Il est devenu le père de la nation. C'est pour cela qu'on l'appelle le père de la nation. Et je pense que moi, j'ai été à Dakar. Je suis allé rencontrer sa mère. J'ai vu la fée Babette également. Je suis allé sur la tombe. Tout Camerounais peut le faire. Tout citoyen qui veut le faire peut le faire. On n'a pas besoin de requérir une permission d'un membre de la famille. Je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, je reste le chien de garde qui regarde et tire la sonnette d'alarme. Nous ne devons pas laisser que des gens fassent des manipulations politiques pour des intérêts égoïstes. Je pense que cette action ne méritait pas d'être faite, ça veut dire faire une communication pour dénoncer qu'un homme politique... on peut aimer votre père ou pas, mais vous n'allez pas dire à quelqu'un qui veut aller se recueillir sur la tombe d'aller le faire. C'est de son droit. Je pense que nous avons encore une liberté de mouvement, si on veut dire que nous sommes dans la démocratie. Et ce qui s'est fait également au niveau administratif, bloquer quelqu'un, parce qu'il est sorti du gouvernement, vous estimez qu'il a des dossiers. Parce que depuis que je suis l'affaire, c'est vrai, je n'ai pas encore eu accès aux dossiers. On dit qu'il aurait des dossiers, on a donné des instructions qui ne sortent pas. Aujourd'hui, hier, on a fait un faux communiqué où on nous disait que c'est le ministre de la Communication qui a écrit pour se rendre compte que c'était un faux communiqué. Vous voyez qu'il y a de la manipulation en l'air. Les temps sont vraiment chauds et nous devons tirer la sonnette d'alarme, continuer notre travail d'éducation de masse pour dire que après l'élection du 12, nous serons toujours Camerounais si Dieu nous prête vie. Nous n'avons pas à poser des actes qui feront de nous des animaux après le 12. Issa Chiroma Bakary est un ancien membre du gouvernement. Il a été ministre des Transports, ministre de la Communication, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il a rendu de bons et loyaux services à la nation. On se rappelle de lui en tant que ministre de la Communication, ayant mouillé le maillot de manière très sincère. Ça, personne ne peut l'oublier. Il me semble qu'aujourd'hui, depuis le 24 juin, date à laquelle 2025, date à laquelle il a déposé sa démission du gouvernement, il me semble qu'il est devenu un opposant politique au régime, après avoir été dans la majorité présidentielle pendant très longtemps. Donc, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle et Issa Chiroma Bakary, en tant que politicien, il faut qu'il attire quand même un peu de visibilité sur sa personne et il donne de la crédibilité à sa candidature. Vous allez vous rendre compte que la lettre donnée concernant cette affaire donnée par lui-même sur les réseaux sociaux,
c'est lui-même qui fait savoir à l'opinion publique qu'il a été bloqué à l'aéroport, etc. Et donc, c'est de là que partent toutes les théories les plus intéressantes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est avec quel type de passeport M. Chiroma Bakary comptait-il voyager? Si c'est un passeport diplomatique, c'est-à-dire son passeport avec lequel il avait l'habitude de voyager dans le cadre de ses fonctions de ministre, là, il pourrait y avoir un problème. Mais si c'est un passeport normal, un passeport ordinaire d'un individu privé, la loi fondamentale, notamment la Déclaration des droits de l'homme, prévoit que tout le monde a le droit de se mouvoir comme bon lui semble. Mais selon Aminatou Ahidjo, et je termine par là, selon le document d'Aminatou Ahidjo, elle estime que M. Chiroma aurait dû demander l'autorisation du président de la République pour pouvoir, c'est dans son communiqué. Oui, elle estime que le ministre, M. Chiroma Bakary, aurait dû demander... Elle se base sur les usages. Hein. Oui, sur les usages. Ça veut dire qu'elle suppose que M. Chiroma était toujours dans l'exercice, avait toutes les prérogatives de membre du gouvernement lorsqu'il a décidé de s'en aller pour le Sénégal. Et on a vu apparaître sur les réseaux sociaux un visa d'1 an pour les États-Unis. Bon, on n'a pas vraiment très bien tout compris. Peut-être qu'avec le vrai communiqué, cette fois-ci, du ministre de la Communication, on en saura mieux. J'ai dit que ce communiqué était faux. Oui, je dis le vrai maintenant, lorsqu'il va sortir. on en saura plus. On a essayé d'avoir le directeur de l'Observatoire pour avoir la confirmation. Peut-être qu'on l'aura certainement. Alors, docteur Semo, c'est une actualité qui intéresse aussi, qui anime la période de pré-campagne électorale. Effectivement, je pense que Madame Aminatou Ahidjo a fait une sortie inopportune, inappropriée. Certes, il s'agit de son défunt papa, mais il s'agit avant tout d'un ancien chef d'État. Et lorsqu'on a été chef d'État, on n'a plus peur de sa famille nucléaire, on devient père d'une nation. Mais vous ne pouvez pas dire que sa sortie est inappropriée. Non, c'est inapproprié, c'est inapproprié. C'est le nom de son père qui est utilisé à des fins... Non. Dans un contexte particulier. Non. Sa sortie n'est pas Nous sommes en période électorale. Tous les jours. Effectivement. Pourquoi empêcher un Camerounais d'aller se recueillir sur la tombe d'un chef d'État? Pourquoi Si M. Chiroma avait le droit de faire sa sortie, elle également. Pourquoi? Donc nous analysons juste les deux sorties. Non, moi je trouve sa sortie vraiment, quand on est homme public, on est homme public. Madame Aminatou Ahidjo estime que par le passé, cet acte n'a pas été posé. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de récupération politique. Et qu'on ait eu à attendre cette période cruciale. Oui. C'est ça son problème. Alors quand vous dites que sa sortie est... À travers sa sortie, on voit directement, je peux me tromper dans la lecture, dans l'appréciation, on peut directement voir de quel bord politique. Non, mais nous sommes en politique. Non, on peut directement voir de quel bord politique Mme Aminatou Ahidjo veut également dire qu'elle est là. Effectivement. Monsieur Chiroma veut bien crédibiliser sa candidature. Il veut dire que lui également, il est opprimé par l'État. Vous-même, vous avez vu, on lui a refusé la sortie du territoire, etc. Oui, parce qu'il va à une élection. Oui, je voudrais quand même préciser que, s'il te plaît, Simon, je voudrais quand même préciser que pour ceux qui suivent l'actualité politique, monsieur Chiroma a toujours parlé et défendu le cas Amadou Ahidjo. Même lorsqu'il a eu un moment de sécheresse politique, là, son combat dans les médias où nous étions présents, c'était le retour de la dépouille du président Ahidjo. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Moi, je suis désolé. Il faut qu'on lise la sortie de la fille de l'ancien président. Il dit deux choses. Oui. Escroquerie politique et morale. Et morale, oui. Et elle justifie en disant il y a eu de nombreux décès. Oui. Il y a eu dans sa famille. Dans sa famille, il n'y était pas. Dans sa mère et sa sœur. Et donc, moi, je ne peux pas comprendre. Quand vous dites que sa sortie était inopportune, comment peut-on, parce qu'on est en politique, utiliser les morts? Non, mais attendez. C'était une grossière escroquerie politique et morale. De la part du candidat. Oui, parce que quelqu'un a fait 20 ans. 20 ans ministre. Transport. Oui. Entre 92 et 96. Oui.
entre 2009 et 2019, Mincom, et dernièrement, 7 ans plus tard, Minfop. Il n'est jamais allé à la tombe de l'ancien président se recueillir. Un instant. Oui, mais alors, tout a un début. C'est lorsqu'on sort du gouvernement qu'on trouve suffisant, qu'on trouve que c'est en ce moment que la défunte, attendez, que la défunte première dame est décédée. Et que là, on se souvient qu'on peut utiliser cela, c'est malsain. Non, mais je dis attendez, ce candidat que j'ai suivi dans les médias, il n'a pas dit qu'il allait se recueillir. Attendez. Si vous voulez les archives, on va les chercher. Il a toujours défendu est-ce que le gouvernement a empêché? Je rappelle que je pense quand même qu'en 20 ans, l'ancien président est mort, je crois, en 1997. Mais il y a l'opportunité. Attendez. Oui, justement, l'opportunité, c'est qu'il est aujourd'hui candidat. Et il a la liberté. Et donc, vous ne pouvez donc pas empêcher. Et c'est clair que vous-même vous démontrez que c'est de l'escroquerie politique. Non, il a la liberté. Pour la famille, c'est l'escroquerie morale. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de mon père. Je dis, c'est une Qui fut président de la République? Attendez, qui fut dans mon père? Moi, je vous dis les archives. Attendez, il fut. Mais il demeurera éternellement son père. Et de deux, nous sommes dans une autre vie journaliste, le contradictoire. Oui. Voilà. Est-ce qu'un journal a fait la contradiction des sources, la confrontation des sources? Attendez, on a dit dans les réseaux sociaux que Issa Chiroma, qui est désormais un homme politique d'opposition, donne sa version des faits. Il a fait un communiqué. Oui, il a fait un communiqué, c'est la seule chose que vous avez. Ça ne peut pas être d'information, c'est un début d'information. Maintenant, effectivement, on peut attendre que ceux qui sont incriminés réagissent. Le fait est qu'il n'a pas voyagé comme il voulait. Attendez, il n'a pas voyagé. Il a été interdit de voyager. Écoutez, il a été interdit. C'est un fait. Attendez, il a été interdit. Et il a fait un communiqué à l'issue de cela. Est-ce que vous connaissez les nombreux Camerounais aujourd'hui? Moi, ce sont les faits. Je ne veux pas entrer dans les détails. Non, ce ne sont pas les faits là-bas. Ce sont les faits. Il a voulu voyager, il a été débarqué de l'avion. François, il a fait un communiqué. Je suis sûr que vous ne pouvez pas mettre ça dans la poison. Vous connaissant très bon journaliste, vous allez faire la confrontation des sources. Vous irez prendre sa source et vous irez sur le terrain demander pourquoi. Il me semble. Et donc, vous donnerez la meilleure information. Donc, nous savons que ce qu'elle dit est vrai. C'est de la manipulation politique. Ah oui. Non. Les téléspectateurs ne veulent pas du on. Qui a interdit aux citoyens Chiroma de voyager et pourquoi? Cette question, est-ce que l'opinion peut avoir des réponses venant d'un journal? C'est ce qu'on attend. Et on n'attend pas ça de celui-là qui est victime, parce qu'il ne donne pas l'information. On va attendre que la situation soit clarifiée. Voilà. Je rappelle qu'il y a eu, il a été mis en circulation des communiqués qui ont été tout de suite démentis par Denis Omba. J'espère que c'est cela, parce que entre la guerre des communiqués, on ne sait pas très bien qui envoie des communiqués. On va attendre la position du gouvernement là-dessus. On ne peut pas, de manière péremptoire, prendre position. Et ça, je ne suis pas d'accord avec François. Je n'ai pas pris une position. Moi, je suis sur les faits. Oui, bon, les faits sont là. Vous avez les faits d'un côté, vous ne les avez pas. Oui, mais vous ne les avez pas non plus pour me taxer de partisan. Vous ne les avez pas non plus. Et non plus penser que sur la base des faits que nous avons sur la main, les autres ne pouvaient pas réagir. Non. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je vous parle des faits. Parce qu'on a vu un visa d'un an. Non, ce n'est pas une histoire de visa. Vous avez trouvé que. Une affaire de visa. Vous avez trouvé que. On dit qu'il voulait déjà partir pour les États-Unis. Mais quand même. Essayons d'élever le niveau. Vous avez trouvé que Mme Aminatou Ahidjo, sa propre fille, sa sortie était inopportune. C'est là ma réaction. Donc attendons que la situation se clarifie. Et j'ai dit pourquoi. Je ne l'ai pas dit, je suis resté tranquille. Oui, après on s'est étendu sur d'autres choses. Voilà. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci pour cet échange, merci pour vos arguments. Nous rappelons simplement que demain, au Palais des Congrès de Yaoundé, siège du Conseil constitutionnel, va donc débuter le contentieux de candidature. Ce sera une audience solennelle qui sera présidée par Clément Atangana. Les partis politiques, les requérants, ceux qui ont déposé les candidatures, les recours là-bas, vont donc pouvoir se défendre
En passant, nous espérons que chacun des requérants a pu déposer son mémoire de réponse, ce qui est demandé par la loi. Sinon, automatiquement, on vous dira que le dossier est irrecevable, le mot qu'on n'aime pas. Merci à Simon, merci à Dr Semo Soleil, merci à François, merci également à Renaud. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder dimanche soir. Bonne suite des programmes sur la CRTV.